Bonjour à toutes et tous. Nous voici à nouveau réunis pour le troisième volet de cette histoire du transport scolaire qui va débuter donc au niveau du début des années 2000 et qui se poursuivra jusqu'à nos jours. Nous arrivons donc aux années 2000 et ces années 2000 vont avoir une régulation du secteur assez difficile. D'abord, il y a tout ce qui tourne autour de l'exception francilienne. Car je vous ai parlé de décentralisation en 84, mais l'Île-de-France n'a pas été intégrée dans la réforme décentralisatrice. Et donc reste à s'appliquer des textes qui datent de 69, 73, c'est l'ordonnance de 1959. Bref, ce sont encore des textes très anciens qui sont appliqués en Île-de-France. Et donc l'ANATEP ne cesse de demander la mise en place d'un système cohérent avec le droit commun. L'ANATEP demande qu'effectivement le syndicat des transports d'Île-de-France soit pleinement responsable des transports scolaires. Ce travail se traduit naturellement en 2004 dans la loi sur les responsabilités locales, par le transfert de compétences du transport scolaire à la région Île-de-France. Et donc le STIF va avoir, à partir de cette occasion-là, à partir de ce moment-là, va avoir l'occasion d'organiser elle-même le transport d'élèves. En 2008, pour lui donner plus de souplesse, le STIF et l'ANATEP, de manière tout à fait cohérente et conjointe, vont obtenir du législateur, c'est d'ailleurs la loi Frécon, du nom du président de l'ANATEP de l'époque, la possibilité de subdélégation. C'est-à-dire que le STIF est autorité organisatrice de premier rang, peut transférer une partie de sa compétence au département d'Île-de-France. Ce sera le cas au tout début avec l'Essonne, avec la Seine-et-Marne. Donc c'est effectivement une solution qui a été trouvée. Mais ces départements-là, qui sont devenus des AO2 de la région Île-de-France, enfin du STIF, vont avoir la possibilité de subdéléguer, et ce qui sera vraiment une exception, et qui est encore une exception de nos jours, à des syndicats, à des communes qui souhaitent poursuivre leur travail en termes de transport d'élèves, de desserte des établissements primaires ou maternels. Voilà. Donc en 2008, cette question de délégation est donc acceptée, la loi est acceptée à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc beaucoup de respirations sont données, et l'Île-de-France a rejoint en fait le schéma classique d'organisation et de financement du transport scolaire. Les années 2000, ce sont également tout ce qui tourne autour de la refonte du code des marchés publics. Car on a vu que les marchés, avec la loi Sapin, avaient tendance à être source de conflits entre les opérateurs et les transporteurs. Le code des marchés publics, à partir de 2001, et il va y en avoir successivement, en 2004, 2006, etc., va introduire cette fameuse notion d'offre économiquement la plus avantageuse. Car on n'est pas contraint dans un marché de donner le marché à quelqu'un présentant l'offre la moins-disante. La moins-disance, c'est vraiment quelque chose sur lequel l'ANATEP s'est toujours positionné pour alerter les autorités organisatrices. On ne peut pas faire de moins-disant en matière de transport d'élèves. Et par conséquent, cette refonte avec cette reconnaissance d'une offre qui, évidemment, doit faire attention aux coûts, mais doit éventuellement faire aussi attention aux critères de qualité qu'on met dans son marché. Reprenons en fait le message donné par la loi Sapin de 1993. Donc c'est d'abord cette possibilité-là, d'offre économiquement la plus avantageuse. C'est en 2006 aussi le fait de dire que l'allotissement devient la règle. Donc on va éviter de confier l'ensemble de ces lots de transport scolaire à un ou deux opérateurs. Problème de concurrence, problème parfois aussi de qualité. Donc ça permet de
prendre acte d'une réalité sur le terrain qui est la suivante. De nombreux transporteurs très petits effectuent ces systèmes de transport d'élèves. Et par conséquent, relancer systématiquement des systèmes de concurrence peut poser un problème et peut les écarter de la commande publique. Et par conséquent, cette création d'une règle d'allotissement est quelque chose d'extrêmement positif pour eux. 2007-2008, c'est également mais je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est aussi cette incertitude, car des recours juridiques ont abouti. Ce qui était considéré comme des marchés publics, ça pourrait être désormais des délégations de services publics. Le Conseil d'État n'est pas très clair dessus, il y a des jurisprudences qui changent. Donc il y a effectivement tout un travail il y a d'abord aussi les marchés négociés, qui sont dans un premier temps acceptés, ensuite refusés. Bref, l'incertitude juridique en termes de transport scolaire est totalement folle, et d'ailleurs donnera lieu à la création d'un séminaire national de l'ANATEP sur ce thème, et dont une des suites sera la publication sur le site du ministère des Finances à Bercy d'une note dédiée au marché négocié dans les transports scolaires, et donc obtenue évidemment par l'ANATEP. Donc, refonte du Code des marchés publics, et puis dans le panorama général, l'arrière-fond en fait du secteur des transports d'élèves et des transports de personnes d'ailleurs, la concentration du secteur, puisqu'en fait on va arriver en 2009 à la création d'un duopole avec Keolis versus Veolia, et Veolia qui va en 2011 devenir Transdev. Donc cette fin des années 2000 montre que la concurrence dans certains départements devient extrêmement ténue, voire même inexistante. Nous avons 3 ou 4 départements où il n'y a plus que des filiales de groupe qui peuvent répondre à la commande publique. Donc c'est un système de régulation qui montre un certain nombre de difficultés. Nous arrivons aux années 2010 avec, au niveau territorial, des modifications de fond. Nous avons un essor des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité, ces fameuses autorités urbaines, qui se poursuit. Et comme vous pouvez le voir, de 2009 à 2017, les EPCI dont la superficie est supérieure à 600 km² vont augmenter de façon très sensible pour qu'en 2017, nous soyons quasiment à 37% de gros EPCI qui sont autorités organisatrices, notamment de transport scolaire. Alors cette évolution conduit à des choses pas forcément favorables pour les familles, car le basculement de communes dans ces nouveaux ressorts territoriaux, dits d'agglomération en quelque sorte, vont faire qu'ils basculent dans un autre financement et une autre organisation. Et donc, par exemple, des élèves qui étaient transportés dans ces communes-là précédemment par le département, l'étaient avec des autocars, étaient ceinturés pour certains, étaient assis, donc la qualité du transport était nettement plus évidente, arrivaient directement sur des services spécialisés, dédiés pour eux, aux établissements scolaires, étaient déposés devant, et donc la qualité et la sécurité étaient au maximum. Ces enfants sont, à partir du moment où ils intègrent le réseau dit urbain, d'agglomération, vont être acheminés bien souvent, si c'est par des cars, vont être basculés sur du bus assez rapidement, donc rupture de charge. Le coût pour la famille va être important parce qu'on leur demande de s'abonner au réseau. Il n'y a plus de gratuité ou du moins relativement peu de gratuité pour un aller-retour par exemple vers l'établissement scolaire par jour. Donc ils sont parfois basculés sur des gares routières et doivent cheminer dans des conditions parfois difficiles jusqu'à l'établissement scolaire, parfois 300, 400 mètres. Donc cette situation est très mal vécue par les familles. Et donc il y a vraiment une problématique en la matière qui n'est pas sans poser question. L'extension de ces ressorts territoriaux
va conduire à un constat tout à fait important, tout à fait saisissant, puisqu'en fait, en 2017, plus de la moitié des communautés d'agglomération, plutôt des intercommunalités, il y a parfois des communautés de communes qui ont pris compétence en la matière. Donc on va parler d'intercommunalité. Plus de la moitié d'entre elles ont plus de 75% de leurs communes membres classées par l'INSEE comme rurales. Ça veut dire que nous avons à la fois une dilatation de ces ressorts territoriaux et des ressorts territoriaux qui sont de moins en moins urbains. Et donc la problématique, par exemple, du transport des élèves en périphérie se pose avec une acuité tout à fait considérable. Alors, voilà, c'est un petit peu un angle mort, cette politique du transport scolaire dans les agglomérations. Et ce qui fait qu'on n'a aucune statistique qui nous permette d'identifier dans les 20 premières années de la décentralisation, par exemple, le coût que pouvait représenter ce type de transport. On peut supposer que dans les années 80, début des années 90, dans les agglomérations, le transport scolaire était confondu avec du transport urbain et donc ne posait pas de problème de quantification. Avec cette dilatation des ressorts territoriaux, il a bien fallu que les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les métropoles, les communautés urbaines puissent mettre en place des services et donc puissent les financer. Donc nous, à l'ANATEP, nous avons depuis 2005 effectué des études qu'on a tous les 4 ans, donc des études quadriennales, sur justement la meilleure perception, la meilleure compréhension de ces transports scolaires en agglomération. Et cela nous a permis de commencer une série statistique qui est extrêmement intéressante. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors, nous avons travaillé en euros constants de 2020, c'est-à-dire nous avons déflaté toutes les sommes en présence. Donc nous sommes remontés à 1984 et vous voyez sur le schéma que le coût du transport scolaire pour les départements a suivi une courbe qui était en fait une droite jusqu'en 2008, de façon une courbe croissante constante, pour simplement voir son augmentation se retourner en quelque sorte à partir de 2008, justement du simple fait de cette extension des ressorts territoriaux dont je vous parle. Et l'ANATEP, et c'est le segment en bleu que vous voyez au-dessous, commence à chiffrer ce que représente le coût du transport scolaire en agglomération. Et vous voyez que ce que les départements perdent, ce sont les agglos qui ont tendance à assurer ce coût-là. Donc vous voyez qu'on nous sommes dans un changement de paradigme, important, qui va se traduire d'ailleurs concrètement par un élément de tout à fait nouveau, puisque c'est en 2016 où il y aura plus d'enfants transportés sous des ressorts territoriaux d'autorités organisatrices de la mobilité que dans des ressorts relevant de la compétence du département. Alors, c'est une estimation, puisqu'il n'y a pas d'analyse officielle en la matière, mais c'est tout à fait cohérent avec les chiffres dont nous disposons. En 2016, donc, nous avions 4 251 640 élèves transportés. Alors souvent, il y a une incompréhension. Souvent, on entend parler de 2 millions d'élèves transportés par jour. C'est totalement gommé la moitié de la réalité que vivent les familles. Puisqu'en fait, lorsqu'on parle de 2 millions d'élèves transportés, il s'agit d'élèves transportés dans le ressort territorial des départements et maintenant des régions. Donc l'ANATEP, lorsqu'elle dit qu'il y a plus de 4 millions d'élèves transportés par jour, intègre l'ensemble, y compris les 500 000 élèves transportés en Île-de-France. Voilà. Ces 4 200 000, ça représente tout de même environ un tiers, un petit peu plus du tiers des élèves scolarisés en France, montrant que le déplacement quotidien d'élèves en bus, en car, en tramway, en métro, ce que vous voulez, est un élément social d'importance.
Je vous ai mis ce visuel pour vous expliquer que en 2016, le coût établi est très dépendant en fait de la densité de population. Plus la densité de la population est forte, est élevée, et moins le coût annuel par élève transporté est petit, est faible. Et sur sur le territoire départemental, et bientôt, puisqu'on va arriver à la régionalisation de 2017 au niveau du territoire régional, on est à plus de 1 000 € par élève et par an. Voilà. À savoir également que les départements financent également parallèlement le déplacement des élèves en situation de handicap et consacrent environ 255 millions d'euros sur ce dossier très sensible. Donc nous arrivons à cette fameuse année de 2017 avec des textes qui ont en amont évidemment décidé de ce transfert de 2017, puisque c'est d'abord la loi délimitant les nouvelles régions avec les grandes structures que vous connaissez maintenant, en créant 13 nouvelles grandes régions métropolitaines. Et puis c'est également la fameuse loi NOTRe du 7 août 2015 qui va concrètement transférer et les services réguliers ordinaires et les STPS, donc les services à titre municipal scolaire, aux régions. Alors cette régionalisation du transport, ça pose deux questions, ça met en perspective deux enjeux importants. C'est tout d'abord l'enjeu de péréquation. Que s'est-il passé depuis que les régions ont pris en pilotage ce nouveau dossier très sensible qui était du ressort des départements précédemment? C'est d'abord la péréquation des règles de subventionnement, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions. Quand vous passez d'un département à 12, vous avez la nécessité d'harmoniser des critères sur une mandature. Et nous arrivons à la fin de la première mandature des conseils régionaux. On peut supposer qu'ils arrivent en ce moment même en fait, à une unification en fait, de leur règlement. C'est du moins ce qu'on leur souhaite. Mais ce n'est pas sans avoir posé un certain nombre de questions sur le montant de la participation familiale. Des départements faisaient le transport scolaire gratuit et on demande une participation maintenant. Alors, dans d'autres départements qui avaient un financement fort de la famille, mettons 100 ou 110 € ou parfois même plus, par élève et par an, on bascule et on vient sur une limite à 90. Donc ces familles-là gagnent, mais elles perdent plutôt, dans le sens où là où la gratuité est mise en vigueur, on passe de 0 à 60, 70 € par élève. Ça peut poser problème, notamment dans les familles nombreuses. C'est aussi toute la notion de critères kilométriques, puisqu'en fait, les critères de subventionnement ont historiquement souvent été basés sur des seuils kilométriques. Je vous rappelle le décret de 69 sur les 3 et 5 km de distance entre le domicile et l'établissement scolaire. Donc là où certains départements avaient peu ou prou concrètement, même si ce n'était pas forcément dans leur règlement, mis fin à ces critères, donc où les enfants étaient pris en charge dès 500 mètres de leur domicile, et bien évidemment, lorsque la région va vouloir remettre en place un critère kilométrique, ça ne sera pas sans poser de nombreuses questions et de nombreuses prestations qui d'ailleurs concrètement sur le terrain se poursuivent. C'est aussi la péréquation des modalités de production du service. Quel profil de parc veut-on? Il y avait des limites départementales à 12 ans, d'autres c'était à 10. D'autres laissaient des autocars circuler encore jusqu'à 15 ans, malgré la loi Sapin. Donc voilà, ça posait un certain nombre de questions en termes de profil et de calibrage de l'offre. C'était quel type de contrat? Dans un département, on faisait une DSP unique, dans l'autre, on recourait à des marchés très nombreux, des marchés de transport scolaire, avec de nombreux opérateurs. Dans certains départements, accompagnateurs. L'accompagnement était obligatoire. Dans d'autres, pas du tout. Alors, sur quelle base peut-on prendre une politique
pertinente et qui soit acceptée par le plus grand nombre. C'est tout l'enjeu de cette fameuse péréquation dont je vous parle. Le deuxième enjeu est un enjeu de proximité territoriale. La principale critique qu'on a pu faire à cette régionalisation, c'est de déplacer le curseur de décision beaucoup trop haut du terrain. Là où on a besoin d'une organisation fine, souvent on parle de dentelle, c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. Comment peut-on gérer de façon rationnelle des transports scolaires? Comment être présent vraiment concrètement en bout de circuit à 7h10 du matin, sachant que tous les fils sont tirés à 300 km. C'est un problème donc de bon niveau de gestion, et ce qui explique d'ailleurs que pour ne pas faire de Big Bang, puisque l'ANATEP avait demandé qu'il n'y ait pas de Big Bang du transport scolaire en 2017, et les régions ont vraiment joué le jeu en la matière, elles se sont appuyées, ces régions, sur des antennes départementales pour la plupart. Et parfois avec quelques petits arrangements où on regroupe 2 départements relativement peu peuplés. Mais les antennes régionales restent donc, ou les maisons de la région restent donc plutôt sur un édifice départementalisé. C'est aussi le bon niveau de délégation, puisque on a vu que les autorités organisatrices de second rang de proximité étaient nombreuses sur le territoire métropolitain et même outre-mer, mais qu'en font-elles? On s'aperçoit que les régions ont souhaité poursuivre ce travail avec les autorités organisatrices de proximité et ne les ont pas remises en cause, comme les départements au moment de la décentralisation en 1984 ne les avaient pas non plus remises en cause. C'est également la question du pilotage de la politique publique, puisqu'en fait, comment associe-t-on aussi les familles? Dans les départements précédemment, il y avait souvent une consultation des associations, des usagers du transport scolaire. Comment faire avec ces grosses régions pour laisser un petit peu cette respiration démocratique pour pouvoir piloter les transports d'élèves de manière pertinente, mais aussi un peu concertée. Donc, alors, certaines régions ont trouvé à nouveau la mobilisation d'antennes, enfin de commissions départementales ou de maisons du département pour les régions, ou dans lesquelles elles associent en fait des différents représentants des différents partenaires du transport scolaire sur le terrain. L'important, c'est effectivement d'avoir des retours de terrain, parce que sans retour de terrain, on ne peut pas piloter une politique publique rationnelle et efficace. Donc, l'histoire continue à se nouer et à se jouer devant nous. Nous ne sommes pas à la fin du transport scolaire, malgré la crise sanitaire que nous connaissons. Et on a vu que on avait toujours besoin de transport pour acheminer les enfants vers leur école, mais tirons-en un certain nombre d'enseignements de cette période depuis la décentralisation. C'est d'abord un transport scolaire de moins en moins urbain. On a vu que les périmètres de transport urbain avaient tendance à augmenter et n'étaient plus resserrés autour du centre-ville comme au début de la décentralisation, puisque la forte extension des périmètres de transport urbain et désormais des ressorts territoriaux de la mobilité n'a cessé de croître. Et on l'a vu au niveau du coût pris en charge par ces structures-là. Et avec, en 2016, effectivement, ce basculement entre élèves transportés dans les zones d'autorité organisatrice de la mobilité, qui étaient en majorité par rapport à ceux transportés dans les zones régionales. C'est également un cadre contractuel qui garde toute sa pertinence, puisqu'on a beau être passé des départements aux régions, on reste sur une base très contractualisée et qui donne de très bons résultats. C'est à la fois des conventions de délégation entre AO1 et AO2 qui continuent à se faire sur le terrain et qui ne sont pas remises en cause, mais c'est également des conventions d'exploitation qui lient un organisateur et son transporteur avec des cahiers, des clauses techniques particulières qui donnent
un bon outil pour que les autorités organisatrices maîtrisent ces dynamiques de sécurité et de qualité qui sont si nécessaires à la bonne production de ce service public administratif. Voilà, nous arrivons au terme de ce troisième et dernier volet de notre histoire des transports scolaires. Nous avons balayé l'ensemble des grandes réformes qui ont permis à des générations d'élèves d'accéder à l'école. Nous avons commencé dans les années 60-70 avec l'évocation de la régulation par l'État, d'une régulation un peu difficile des transports scolaires. Nous avons ensuite évoqué la décentralisation du transport scolaire, confiant au département la responsabilité de ce lourd dossier. Et nous avons constaté qu'effectivement, au cours des années 80-90, il y avait une élévation générale du niveau de qualité et de sécurité de ces déplacements d'élèves. Nous avons évoqué le développement des transports d'élèves dans les agglomérations tout au long des années 2000-2010. 2017, c'est la régionalisation du transport scolaire. Les conseils régionaux arrivent à peine à la fin de leur premier mandat en charge de ce dossier complexe, en dehors naturellement des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité. Ce sera sans doute l'objet de notre prochaine vidéo consacrée à l'histoire des transports scolaires. D'ici là, à bientôt.